Je vous propose de débuter ce conseil municipal du 9 décembre 2019, de nommer Isabelle Asselin secrétaire de séance. Merci, monsieur le maire. Nous allons procéder à l'appel. Bernard Pierre-Michel, Dordain Joël, Monnier Ange, Levent Bruno, Gondy Elisabeth, Berrier Jean-Roger, Blairon Marilyn, Coyer Damien, Thomson Valérie, Vincent Alain, Ledieu Francis, Broquet Nathalie, Aimé Carlier, Aimé, Vergueten Sandrine, Claude Palis, Présent. Beljouri Ali, Présent. Asselin Isabelle présente, Soisson Karine, Gazouani Waïda, Delbov Nicole, présente, Lefebvre Frédéric, Bille Isabelle, Renoncourt Claude, Thorez Isabelle, Hernandez Pierre, Monnier Aliette, Tami Mehdi, Boudringuin Francis, Fournard Nadine, Ferrine Nicolas, Hénin Daniel, Berthiaud Philippe, Manard Sylviane. Merci. Donc j'ai quelques demandes en question orale ou intervention. J'ai donc 2 questions par monsieur Ferring, une par monsieur Boudranguin, s'il arrive. Donc elles passeront bien évidemment donc à la fin des différentes délibérations, et il y aura donc également une intervention de monsieur Hernandez. En communication, on a l'habitude de présenter les nouveaux responsables qui arrivent au niveau de la ville d'Anzin. Donc nous avons madame Déborah Knocart qui a pris ses fonctions il y a une dizaine de jours et qui va donc remplacer madame Laboureau, responsable du service emploi. Donc bienvenue à la ville d'Anzin, et madame Knocart était avant à la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole et s'occupait notamment au niveau du pli des clauses d'insertion. Je tenais profiter de ce conseil municipal pour remercier madame Laboureau pour ses 35 ans, quasiment 35 ans passés à la ville d'Anzin, au niveau du CCS bien évidemment, et depuis une dizaine d'années en tant que responsable du service emploi. Elle a donc eu l'occasion de recevoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes durant ces 35 années. Donc je voudrais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour notre population, pour son engagement, mais également son engagement syndical, parce qu'elle a été pendant de nombreuses années, plusieurs décennies, représentante de la CFDT notamment. Et c'est vrai que, en tout cas moi, pour les 12 ans effectués avec elle dans le cadre du comité technique, enfin CTP avant, comité technique paritaire, et maintenant comité technique, je tenais simplement à dire que ces 12 années où à chaque fois on avait des discussions pour améliorer le bien-être des employés de la ville, c'était toujours des discussions constructives, et que je tenais vraiment donc à la remercier pour la qualité des débats que l'on a eus et des dialogues que l'on a eus pour le bien-être de tous nos employés. Voilà, merci madame Laboureau. Une information qui est passée récemment dans la presse, puisque c'est une information qui a été donnée par le président de la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole lors du dernier conseil communautaire jeudi dernier. Les délibérations passeront lors du conseil du 19 décembre. Ce qui concerne les transferts de compétences eau et assainissement, puisque dans le cadre du CIRB, la ville donnait à peu près 510 000 € de subventions au CIRB, et il y avait une taxation directe sur les habitants d'à peu près 900 000 €. On arrondit, mais c'est à peu près ça. À peu près 5%, autant sur la taxe foncière que sur la taxe d'habitation. Après, donc,
analyse financière et décisions qui ont été actées entre donc, le président, les membres du bureau de l'agglo, les différents maires et le conseil communautaire, mais je pense qu'il y aura une unanimité là-dessus. L'agglo va prendre en charge les 60% liés vraiment à la compétence eau et assainissement, ce qui vont donc dire pour nous que nous allons avoir une reprise d'attribution de compensation d'environ 370 000 €, ce qui nous fera donc un gain de 140 000 €, en sachant qu'il y avait une partie des dépenses qui était liée aussi à la déchetterie de Beuvrages, déchetterie qui, à partir du 1er janvier, rebasculera également au niveau de la compétence de Valenciennes Métropole, qui va réfléchir ensuite sur le maintien ou non de cette déchetterie. Et rappeler que dans le cadre des fonctionnements de déchetterie de l'agglo, les communes ne peuvent normalement ne plus y apporter les déchets qui ramassent notamment sur le domaine public. Et il y a donc une obligation de traiter ces déchets différemment. Et il y a donc un coût lié à ce ramassage de déchets liés au marché ou autre, ou ce qu'on ramasse régulièrement au niveau de nos voiries. Et il y a bien évidemment donc un gain conséquent pour les habitants, puisque la compétence repartant sur l'agglo, les 900 000 € que les habitants payaient, ils ne vont plus les payer et ce ne sera taxé par personne. Ça veut donc dire que chacun va avoir dès 2020 une diminution significative de sa taxe d'habitation et de sa taxe foncière, puisqu'il y a 5%. Ces 5% qui étaient liés donc à la compétence du CIRB ne seront donc plus existants. Donc voilà, ça c'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour 2020, on avait évoqué, mais on n'avait pas encore officiellement la labellisation, puisque ça a eu lieu le 25 novembre à Abbeville avec le conseil municipal précédent, même si on en avait parlé, avait un peu anticipé la nouvelle, donc pour confirmer, donc j'ai bien le document, hein, parce qu'on est dans des périodes où il faut tout montrer pour croire ce qu'on raconte. Donc voilà, donc nous avons bien obtenu, et c'est plus un concours, c'est le label, hein, Village Fleuri. Donc nous avons obtenu donc les 3 fleurs, comme je l'avais évoqué. Le label aujourd'hui ne correspond pas uniquement à un problème de fleurissement, c'est vraiment un label lié à l'environnement, au cadre de vie. Je veux rappeler qu'en 2008, quand nous sommes arrivés, il y avait une fleur. Nous avons obtenu la 2e fleur lors du 1er mandat et la 3e fleur lors de ce mandat-ci, ce qui prouve que, contrairement à ce que certains disent, depuis 12 ans, il y a quand même des choses qui ont bien bougé sur la commune dans ce domaine. Et là, c'est un jury indépendant qui décide de l'attribution ou non de ces fleurs et de cette labellisation. Donc je tenais également de nouveau à remercier tout le personnel, et ce n'est pas que le personnel des services espaces verts, voirie, parce que c'est vraiment un gros travail transversal qui est fait pour pouvoir obtenir ces 3 fleurs, et donc remercier la totalité du personnel pour le travail effectué et l'obtention de cette labellisation qui montre que le travail de chacun et le couple élu-technicien permet d'obtenir des résultats qui, pour certains, semblaient inaccessibles il y a 10 ans, parce que c'est vrai que les 3 fleurs, je pense que ça représente quand même quelque chose pour ceux qui savent à quoi correspond cette labellisation maintenant. Voilà, donc bravo aux employés pour ce résultat. Ensuite, une petite communication. Nous sommes en période préélectorale pour les mises à disposition des salles en vue des élections municipales, comme ça avait été fait en 2014. On va clairement établir les règles du jeu et le valider ici en conseil municipal. Il y a donc pour les salles autres que la salle des fêtes, l'obtention de ces salles est illimitée et gratuite. Pour la salle des fêtes, il y a une occupation gratuite qui sera mise à disposition des différentes listes qui seront présentes pour ces élections municipales. Voilà. J'en ai fini pour les communications. Au niveau des décisions, y a-t-il des questions sur les décisions? Pas de questions. Les décisions administratives sont donc validées. On attaque les délibérations. La première, c'est le syndicat des eaux du Valenciennois, rapport d'activité année 2018. Monsieur Berrier. Merci, monsieur le maire. Comme vous le disiez il y a quelques minutes, sur la loi NOTRe, l'eau ne coûte pas d'argent aux communes puisque l'eau paye l'eau. Je tenais à le rappeler.
Quelques chiffres simplement. La distribution d'eau potable sur le Valenciennois, c'est 12 millions de mètres cubes par an, soit à peu près 33 000 mètres cubes par jour. C'est 1200 km de canalisation, c'est 76 000 branchements, et c'est c'est 83 000 abonnés à peu près. Donc pour le reste, je vous invite à vous rapporter au rapport qui a été déposé au secrétariat de la mairie. Rajoutez simplement que l'eau décarbonatée pour Anzin arrivera au mois de septembre 2020, après avoir distribué par l'usine de Tian l'ensemble des communes qui se trouvent plus au sud de l'arrondissement. Ce sera la partie ouest qui sera desservie. Voilà, monsieur le maire. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La deuxième délibération, c'est une motion pour le maintien des trésoreries municipales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est annoncé une profonde réorganisation des finances publiques qui pourrait déboucher sur la fermeture de 989 trésoreries et centres des finances publiques. Pour le seul arrondissement de Valenciennes, 7 trésoreries sont menacées, notamment la trésorerie d'Anzin. La fermeture de ces lieux d'accueil pour notre population comme pour nos entreprises entraînerait bien évidemment un nouveau recul du service public. Nous avons besoin de proximité, d'agents qualifiés, de confidentialité pour répondre à toutes les questions liées aux impôts. Je vous rappelle qu'en plus, cette trésorerie se trouve en QPV, en quartier politique de la ville. Or, on nous avait toujours dit qu'il fallait absolument maintenir les services publics dans ces quartiers. Il est également proposé de remplacer les trésoreries municipales en les transférant dans les mairies, dans des bureaux de tabac, dans des maisons de services publics. Pour notre part, nous voulons réaffirmer ici notre attachement à la présence des trésoreries municipales dans les villes du Valenciennois, avec des effectifs, des horaires d'ouverture adaptés pour répondre aux demandes de nos habitants et du monde économique dans des délais qui doivent rester courts. Il y a également une conséquence pour les communes, puisqu'on est en lien direct aussi avec notre trésorerie. Et si nos trésoreries sont plus éloignées, c'est un peu plus compliqué à gérer, même s'il existe les moyens informatiques. C'est pourquoi le conseil municipal d'Anzin demande le maintien des trésoreries municipales et s'oppose à tout projet de fermeture dans l'arrondissement de Valenciennes. Il rappelle également que le service public fiscal relève de la responsabilité de l'État et que celui-ci doit être assuré par des agents du service public payés par l'État, parce qu'effectivement, il y a un risque de transfert sur les collectivités territoriales sans compensation financière pour autant, et donc bien évidemment, ce sera une charge complémentaire pour les communes. Y a-t-il des interventions, des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La troisième délibération, c'est une convention de prise en charge financière du poste de chef de projet cité éducative. Donc, comme on l'avait évoqué, notre commune, avec la ville de Valenciennes, nous avait été donc choisi parmi les 80 territoires au niveau national pour la labellisation cité éducative. Dans le cadre de cette labellisation, il y a lieu de recruter un poste de chef de projet cité éducative qui aura pour mission principale de déployer opérationnellement le projet de la cité éducative, fédérer, mobiliser et coordonner les membres de la cité éducative et promouvoir le projet pour établir les partenariats nécessaires et assurer la communication autour de cette cité en mettant en place les outils supports nécessaires pour contribuer à l'attractivité de la cité éducative. La ville d'Anzin assurera la gestion administrative de poste et portera le recrutement de ce chef de projet qui sera ensuite partagé avec la ville de Valenciennes par le biais d'une convention financière ci-jointe. J'ai donc demandé m'autoriser à signer la convention de prise en charge financière du poste de chef de projet cité éducative Valenciennes-Anzin. Y a-t-il des questions? Pas de questions non plus. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La quatrième délibération, délibération classique lors d'élections. Donc cette fois-ci, c'est pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Une opération de mise sous pli. Il est donc demandé de m'autoriser à recruter et rémunérer le personnel en vue d'assurer les missions de libeller des adresses et de mise sous pli dans le cadre des prochaines élections municipales, à prendre en charge l'établissement des fiches de paie individuelles ainsi que les déclarations fiscales et sociales, et de signer la convention concernant la réalisation de la prestation de mise sous pli avec la préfecture du Nord. Rien de spécifique, je pense, pour cette délibération. Y a-t-il des questions? Rien de particulier. Qui vote contre? Abstention. Voté
à l'unanimité. Je vais cette fois-ci laisser la parole à Monsieur Coyer, puisque ça concerne le commerce. C'est l'application des nouvelles dispositions de la loi Macron pour l'ouverture des commerces le dimanche. Monsieur Coyer. Merci, Monsieur le maire. Donc, par rapport à la loi Macron, lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant. Et donc, à défaut de délibération, dans un délai de 2 mois suivant la saisine, cet avis est réputé favorable. Donc, par ailleurs, donc, en application du texte précité, le calendrier pour 2020 a été transmis à la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole le 25 novembre 2019. Après concertation avec l'UCA, qui est l'Union des commerçants d'Anzin, ce calendrier complet des dates arrêtées pour 2020 est le suivant. Donc, vous avez là le détail. Dimanche 11 octobre 2020, 18 octobre, 25 octobre, 1er novembre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29, et donc tout jusque Noël. 20 décembre, 27 décembre, même juste après Noël, donc. Et pour les commerces automobiles, parce qu'on en a encore sur la ville, malgré tout, et heureusement, les dimanches proposés correspondent aux actions commerciales des différents constructeurs. Donc vous avez là les dates, 19 janvier, 15 mars, 17 mai 2020, 24 mai, 14 juin, 13 septembre, 20 septembre et 11 octobre. Et donc il est demandé sur ces bases au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à donner un avis favorable à ce calendrier. Merci. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 6e délibération, recensement de la population, rémunération des agents recenseurs. Délibération qui passe donc tous les ans. Vous avez donc les tarifs qui sont proposés, si je puis dire, pour pouvoir rémunérer les agents au prorata du nombre d'imprimés qu'ils auront collectés et de fixer le taux comme suit. Donc, feuille de logement papier, 3,50 €. Prime additionnelle en fonction du taux de remplissage par Internet, 100 fois le taux. Participation aux formations, 15 € chaque demi-journée. 3 agents recenseurs seront donc recrutés pour la période du 16 janvier au 22 février pour réaliser cette mission. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Carnaval 2020, subvention à l'association Comité des Fêtes de Caubec-Talabot. Madame Gondy. Merci. Donc, comme chaque année, c'est la même délibération que l'an dernier. La ville d'Anzin, par l'intermédiaire de ses services, organise le carnaval. Celui-ci se déroulera le dernier dimanche de juin, donc le 28 juin 2020. Les associations et collectifs d'habitants de la commune participent activement à l'organisation de cette festivité et pour ce faire, ils doivent disposer d'un budget pour la confection et la réalisation des décors, costumes et accessoires. À ce titre, il est proposé de désigner une association qui assurera la gestion et l'achat des matériaux nécessaires, ce qui est beaucoup plus souple que de passer par des bons de commande. Donc sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer et verser une subvention de 1 500 € à l'association Comité des Fêtes de Caubec-Talabot, qui aura la charge de la gestion des dépenses de fonctionnement liées à la préparation du carnaval. Merci. Y a-t-il des questions? Non plus. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Effectivement. Y a-t-il d'autres personnes qui sont concernées? Donc, ne prend pas part au vote Monsieur Medjouri. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité des votants. La 8e délibération concerne le pass associatif exercice 2019-2020, subvention complémentaire. Monsieur Vincent. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme annoncé lors du budget primitif, la ville d'Anzin s'est engagée à soutenir financièrement tous les Anzinois qui ont effectué une première inscription au sein des associations de la commune. Cette action permet, sans aucune restriction d'âge, de pouvoir faire bénéficier à chaque nouvel adhérent d'une aide selon 2 cas de figure. Donc pour une adhésion au club et association affiliée à une fédération, l'aide apportée correspond à 50% du coût de la licence. Pour une adhésion au club et association non affiliée à une fédération, l'aide apportée correspond soit à 50% du coût de l'adhésion si le montant de la cotisation est inférieur ou égal à 50 €, soit petit b, 25 € forfaitaire si le montant de la cotisation est supérieur à 50 €. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, des critères sont définis. Donc être résident sur la commune et aide uniquement valable pour une première adhésion au tissu associatif anzinois. Donc vous avez la liste qui suit derrière des assos qui ont demandé le pass associatif cette année. Donc sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de vouloir attribuer et verser les subventions complémentaires aux assos comme indiqué dans le tableau ci-joint.
Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Ne prend pas part au vote. Oui. Y a-t-il des personnes qui sont concernées pour les subventions versées à certaines associations? Donc ne prend pas part au vote Monsieur Levent. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité des votants. La 9e délibération concerne les subventions de fonctionnement aux associations exercice 2020. C'est vrai qu'on passe cette délibération un peu plus tôt que les autres années, mais c'est vrai que, étant donné qu'on arrive dans une année d'élection municipale, le prochain conseil municipal, sauf s'il y avait une urgence, ne déroulera qu'après les élections, donc en avril-mai, ce qui risque de poser des problèmes pour certaines associations dans le cadre de leur roulement financier. C'est pour ça qu'il est proposé de passer les subventions lors de ce dernier conseil municipal de 2019. Monsieur Vincent. Merci, monsieur le maire. Donc, la ville d'Orzin apporte chaque année des soutiens financiers aux associations de la commune. Cette aide permet de favoriser la participation de tous à la vie locale et soutenir le développement de celle-ci sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, les initiatives et la libre expression des associations dans tous les domaines tels que la vie artistique et culturelle, le sport, la vie locale, la santé et le vivre ensemble sont encouragés. Les associations sont des acteurs essentiels de la commune, au plus proche des territoires et de leurs habitants. Elles constituent aux côtés de la commune des espaces d'initiative et de participation des citoyens. Donc, conformément à l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, toute association, œuvre, entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tout groupement, association, œuvre ou entreprise privée qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leur budget et de leur compte de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de leur activité. L'octroi de la subvention est donc subordonné au respect des obligations légales et à l'utilisation effective de subventions versées les exercices précédents, dans le cas de reconduction. Pour tout dossier arrivé après l'échéance fixée, une réfection de 10% du montant de la subvention sera appliquée sur le montant de la subvention votée. Sur ces bases et conformément à l'avis des commissions sport et vie associative réunies le 20 novembre 2019 et finances réunies le 26 novembre 2019, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer et verser les subventions aux associations comme indiqué dans l'annexe jointe. Donc vous avez le détail dans l'annexe. Donc ces crédits sont inscrits au budget 2020. Donc M. Vincent ne participe pas au vote des subventions aux associations scolaires. Mme Carlier ne participe pas au vote des subventions aux associations sociales. M. le maire et M. Levent et M. Ferring ne participent pas au vote des subventions aux associations sportives. Mme Blairon, Mme Thompson, Mme Asselin, M. Beljoury ne participent pas au vote des subventions aux groupes locaux. Et Mme Tosson ne participe pas au vote des subventions d'utilité publique. Est-ce qu'on a oublié personne sur les personnes qui ne peuvent participer? Sur les subventions, il y a des questions, des interventions spécifiques. Ça a été vu en commission respective, donc c'est pour ça qu'on ne va pas revoir le détail de totalité. Juste pour donner pour information que la totalité des subventions 2020 représente 170 620 €. Par rapport à 2019, 166 785, donc il y a un peu plus de 3 000 € d'augmentation, soit à peu près 2%. Il y a 2% d'augmentation des subventions. Et en 2018, on était à 162 000, donc par rapport à il y a 2 ans, il y a 8 000 € de plus, ce qui correspond à peu près à 5% d'augmentation. Et je rappelle que généralement, dans les collectivités proches et au niveau des communes, les subventions sont pas trop tendance à l'augmentation ces dernières années. Donc c'est pour montrer un petit peu la volonté de maintenir ce soutien, voire d'intensifier ce soutien aux différentes associations du territoire. Alors on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité des votants. La délibération numéro 10, renouvellement de la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale du Nord pour 2019-2022. Madame Thompson. Merci, monsieur le maire. Comme à chaque fois, tous les 4 ans, nous renouvelons le contrat enfance-jeunesse
qui est arrivé pour celui-ci à échéance le 31 décembre 2018. Et cette contractualisation avec la CAF concerne les actions que vous avez dans le tableau qui est en faveur des enfants, des jeunes et de leurs familles, notamment donc au niveau de la petite enfance, le multi-accueil et la petite halte, le lieu enfants-parents, le RAM pour les assistantes maternelles, l'ensemble des centres aérés qui ont lieu durant les petites vacances et l'été, les périscolaires et la coordination enfance. Et vous retrouverez aussi les centres aérés, donc jeunesse, ainsi que les formations BAFA, BAFD que nous proposons aux jeunes de la ville, la coordination jeunesse et le LALP qui est un lieu d'accueil d'adolescents. Voilà, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de renouveler le partenariat dans le cadre d'un nouveau contrat pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, avec le maintien des objectifs du précédent contrat et d'autoriser Monsieur le maire à signer le nouveau contrat enfance-jeunesse et les éventuels avenants avec la caisse d'allocation familiale pour une durée de 4 ans. Merci. Y a-t-il des interventions? Non plus. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 11e délibération, toujours pour la petite enfance, c'est la modification des règlements intérieurs des établissements d'accueil du jeune enfant. Madame Thompson. Merci, Monsieur le maire. Cette délégation-là donc concerne le règlement intérieur des 2 structures petite enfance, les petits pousses, mais aussi la petite halte, qui sont à l'identique en dehors des horaires de fonctionnement et de l'organisation qui s'y déroule. Il comporte surtout des nouveautés au niveau de la RGPD qui a été insérée dans ce règlement et des modifications tarifaires de la CAF que nous avons votées au dernier conseil municipal. Donc, considérant la demande de la Caisse d'allocation familiale du Nord de modifier certains articles des 10 règlements intérieurs afin de mieux répondre aux exigences des conventionnements, il convient de soumettre ces règlements intérieurs à l'avis des membres du conseil municipal et sur ces bases de proposer au conseil municipal de bien vouloir valider les termes des nouveaux règlements intérieurs qui remplacent ceux votés en 2016, d'autoriser Monsieur le maire à signer les nouveaux règlements intérieurs et d'autoriser la communication des 10 règlements auprès des tiers, en mairie, sur le site de la ville et au sein des structures Les Petits Pousses et de la petite halte garderie de l'île aux enfants. Merci. Y a-t-il des interventions, des questions? Rien de spécial. Donc on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Convention financière concernant le poste de coordinatrice CISPD. Donc, depuis 2015, la ville est engagée dans une démarche de coopération intercommunale en matière de prévention de la délinquance avec les communes Beuvrages, Rem, Petite Forêt depuis plus récemment. Dans le cadre de ce CISPD, il y a une convention financière que l'on passe régulièrement d'ailleurs qui concerne le poste de coordinatrice du CISPD. Il est donc proposé de valider cette convention financière concernant ce poste. En complément, parce que c'est vrai que ce n'était pas une obligation de le mettre, vous avez un peu, pour l'année 2020, les différentes actions qui sont prévues dans le cadre du CISPD, avec donc les différentes actions, les coûts, les subventions qu'on va essayer d'aller chercher au niveau du FIPD notamment, ou d'autres organismes en fonction des actions qui sont proposées. Donc ça vous donne une idée un petit peu des différentes actions qui sont mises en place. Sur la prévention routière, sur les conduites addictives, sur Internet, les méfaits des réseaux sociaux, sur Proxred Aventure, sur la cellule de veille éducative. Donc vous avez les différentes actions qui vous sont proposées sur les violences conjugales pour 2020. Cette délibération repasse parce que c'est vrai qu'il y a, je le répète, mais on tourne régulièrement. Chaque maire a une période de présidence du CISPD. Et comme c'est le maire d'Anzin qui est redevenu président du CISPD, la poste de coordinatrice est liée donc à la présidence. Et c'est pour ça qu'on refait signer cette convention financière. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Juste pour rappel, ce poste de CISPD avait été subventionné dans le cadre du FIPD au moment de la création du poste,
puisque à l'époque, le FIPD avait suffisamment de fonds pour permettre les financements de ce poste de coordinatrice. Un renouvellement a encore été formulé par les 4 maires concernés, le sous-préfet. Donc une demande officielle a été réalisée. Le sous-préfet attend exactement les fonds qui lui sont disponibles et voir s'il reste éventuellement des fonds pour abonder une partie financière de ce poste de coordinatrice, mais ce n'est plus dans les priorités de l'État aujourd'hui, dans le cadre du FIPD, donc c'est pas sûr qu'il y aura de nouveau de financement. Arrivée de M. Monnier. La 13e délibération, convention financière concernant le poste de chef de service de la police pluricommunale. Cette convention est déjà passée l'année dernière. Donc les villes de Petite-Forêt, Anzin, Beuvrages, Rem ont noué donc un partenariat par le biais du CISPD. Il y a un travail qui est en cours depuis une bonne année maintenant pour mettre en place une police pluricommunale, qui est un peu plus difficile à mettre en place qu'une police intercommunale, puisqu'on est sur 2 agglos, qui nécessitent des démarches administratives beaucoup plus compliquées. Il a été donc décidé de recruter un chef de service pour cette police pluricommunale. Recrutement qui a déjà donc été validé en conseil municipal. Il est donc demandé cette fois-ci de revalider la convention financière pour l'exercice 2020 pour ce poste de chef de service de la police pluricommunale. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Juste pour quand même donner quelques informations complémentaires. La police pluricommunale n'est pas encore fonctionnelle, mais on a une grosse réunion mercredi pour y rentrer courant janvier sur certaines décisions. En tout cas, en 2019, dans le cadre du CISPD, il y a déjà des actions qui sont menées par les différentes polices. Dans le cadre du CISPD, il y a eu 102 missions. Il y a en moyenne 2 sorties par semaine avec les différentes polices de ces 4 communes. Contrôle de vitesse, patrouille pédestre, protection aux abords des écoles, sécurisation de parcs, centre-ville, hall d'immeubles, patrouille mixte en véhicule, et bien évidemment, dans le cadre de la police de la route, il y a eu quelques dizaines de verbalisations. Il y a également des missions qui sont réalisées, ce qu'on appelle les GPO, en groupe de partenariat opérationnel qui est réalisé entre la police nationale et les différentes polices municipales. 8 missions ont été réalisées, dont 5 sur Anzin. Et ensuite, il y a des missions particulières lors d'événements importants notamment. On passe à la 14e délibération. Avis sur l'arrêt de projet du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration. Et là, c'est M. Berrier qui vous présente cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, je me permets de vous rappeler que le plan local d'urbanisme intercommunal a été décidé par la loi NOTRe dans sa première lecture et que c'est Valenciennes Métropole qui est en charge de l'élaborer. La durée de vie d'un plan d'occupation des sols, c'est une dizaine d'années. Et le document complet est à votre disposition au service urbanisme pour tous les détails que vous pourriez avoir à évoquer. Donc le corps de cette délibération, on reprend un peu ce qu'on a vu il y a quelques mois, pour ne pas dire 3 mois, quand nous avons voté le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable. Donc aujourd'hui, Valenciennes Métropole nous demande d'adopter le projet de PLU pour pouvoir le soumettre à la concertation au début de l'année 2020 et pouvoir en tirer le bilan pour pouvoir le publier. Donc, je ne vais pas vous faire l'énumération de tous les articles. L'ensemble du plan d'occupation des sols est issu toujours du règlement national d'urbanisme, donc il correspond à une nomenclature qui est bien connue de tout le monde. L'ensemble des zones pour leurs fonds n'ont pas changé. Elles ont été un petit peu modifiées dans le cadre de la rédaction et on a vu apparaître quelques nouvelles zones. Donc je vais me contenter de vous, si vous me le permettez, d'énumérer ces nouvelles zones. Donc maintenant, il y a 2 zones 1AU qui ont été créées et 2AU. Ce sont 2 zones qui permettent l'évolution de l'urbanisme dans le futur. Alors pour les 1AU, on n'a qu'un plan de disposition, je suis désolé, on ne peut pas il faudra faire un drap de lit pour chacun. Donc ça concerne des zones qui seront aménagées 1AU
plus rapidement, d'ici 3 ou 4 ans, c'est du moyen terme. Le terrain 1 NAU qui a été repris pour la commune d'Anzin se trouve à côté du stade de la Bleusborn, où on a fait une voirie pour accéder aux nouveaux équipements sportifs. Et les zones 2 NAU sont des zones d'urbanisation à plus long terme, qui n'ont pas encore d'équipement, qui n'ont pas encore de voirie, qui n'ont pas encore de tout ça. Donc on a pensé par exemple au terrain Talabo, au terrain qui se trouve à côté de la nouvelle pénétrante pour aller vers le contournement nord. Les zones UA, UB, UC, grand classique, simplement pour vous rappeler qu'elles sont distinctes par leur densification urbaine sur le territoire de la commune et par les hauteurs des constructions. Mais fondamentalement, il n'y a pas de changement. Alors, on voit apparaître aussi une zone UDA. UD, donc, c'était les zones où il y avait qui étaient supports de ZAC ou de zones d'aménagement futur. Et elle concerne essentiellement la zone de Valmont, qui est une ZAC qui est menée par Valenciennes Métropole et où il reste encore des terrains à urbaniser. Les zones UF correspondaient aux zones industrielles, mais maintenant elles correspondent aux zones d'aménagement aussi issues d'anciens sites industriels. Et sur Anzin, la zone UF qui est concernée, c'est la zone des rives de l'Escaut. Pareil, il y a une zone d'aménagement concerté qui est menée par Valenciennes Métropole et qui n'est toujours pas achevée, puisqu'il y a encore des bâtiments à construire, notamment des bâtiments liés à l'hébergement et peut-être des activités économiques. Une nouvelle zone aussi UL est apparue sur le plan d'occupation des sols. Pour Anzin, ça concerne essentiellement les zones où il y a des équipements publics, les écoles, théâtres, mairies et ainsi de suite. Bon, les zones UR et pour décliner pour Anzin URA, ça concerne les ateliers municipaux. Valenciennes Métropole a la compétence économique et elle a décidé lors d'un conseil communautaire il y a 2 ans, même si ma mémoire est bonne, de prendre cette zone en compétence. Donc aujourd'hui, tous les aménagements qui pourraient y avoir lieu sur ce secteur sont donc gérés par la ville et Valenciennes Métropole dans le cadre d'un projet à venir qui n'est pas encore aujourd'hui dessiné. Sur les autres zones UZ, bon, donc maintenant les zones UF sont devenues UZN, c'est les anciennes zones industrielles. Nous ne sommes plus concernés sur Anzin. Et ensuite, vous retrouvez des zones N, NJ et NI. NL, donc NL, c'est plutôt le parc Tempierre, des zones de loisirs. NJ, c'est plutôt les jardins ouvriers, pour vous faire la différence. Alors, il y a une zone UM sur l'ensemble du territoire de la Valenciennes Métropole, qui est donc U et M minière. Et en Anzin, on est concerné par une petite partie, puisqu'ils ont repris le Cité du Mont-de-la-Veine en zone UMA, puisqu'en même temps que ce soit une zone minière, c'est aussi une zone de PNRQ. Donc voilà un petit peu l'ensemble des zones que l'on peut décrire dans ce nouveau PLU, qui n'en est pas un. On voit apparaître aussi une nouvelle contrainte. On avait déjà un plan de prévention au risque minier, un plan de prévention au risque naturel, un plan de prévention au risque d'inondation. On a quelques réserves sur notamment les passages hertziens et compagnie. On nous a créé maintenant une zone potentiellement sujette aux inondations de caves. Donc ça concerne le Bas-Carpeau, ça concerne aussi l'ancienne plaine du Jard, le long de la ligne de chemin de fer. Donc on a un plan très précis, je voulais vous le montrer. Ça en vaut la peine quand même. Hein. Après, débrouillez-vous. Sur le stationnement, qui est un élément important pour Anzin, de la même façon que pour les autres pièces du règlement, elles n'ont pas changé beaucoup. La rédaction est un peu différente, mais la finalité est la même. Sauf pour un point, Anzin possède des arrêts de tramway, et il a été créé autour de ces arrêts de tramway ce qu'on appelle des DIVA, des disques, vous donnez la définition exacte, disques de valorisation des axes de transport. Et autour de 500 mètres par rapport à ces stations de tramway, les dispositions liées au stationnement sont un peu différentes, uniquement pour les logements sociaux, pour les résidences étudiants et pour les résidences de personnes âgées. Ils doivent faire 50% de places de parking en moins, mais uniquement dans ce cas-là. Pour le reste, le commun des mortels, ça reste la même application du règlement national d'urbanisme. Voilà, monsieur le maire. Donc sur ces bases, je vous demande d'approuver le projet de PLU qui nous est soumis aujourd'hui, qu'on puisse le soumettre à l'enquête publique en 2020, d'arrêter
l'arrêt du projet consultable au service urbanisme de la ville. Cette enquête publique donnera l'opportunité aux citoyens de s'exprimer sur le sujet. Donc, sur ces bases, je vous demande d'émettre un avis favorable à l'arrêt projet du PLUI de Valenciennes Métropole, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur Berrier. Pour cet exercice qui, au départ, ne semble pas facile quand on reprend la totalité des documents, parce que c'est vrai que c'est un pavé. Y a-t-il des questions précises ou complémentaires à avoir? Non. Donc, c'est que M. Berrier était suffisamment concis et précis. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Aménagement urbain grand projet. Convention d'aménagement pour le programme de construction neuve de l'agence Pôle emploi sur la place dite de la Bleusborn entre la ville d'Anzin, Valenciennes Métropole et Concept T. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Donc, on revient sur le quartier de la Bleusborn avec dans NPNRU. On a déjà eu l'occasion d'évoquer le sujet pour plusieurs projets. Et je vous rappelle que ce quartier fait l'objet donc de traitement des friches, des îlots dégradés, du traitement de l'habitat privé et du traitement des équipements publics. Bon, la place de la Bleusborn fait partie des îlots prioritaires à l'échelle de l'agglomération et à l'échelle du quartier. Donc nous avons obtenu de Pôle emploi qui souhaitait agrandir ses locaux et pouvoir faire un accueil beaucoup plus pertinent pour l'ensemble des gens qui sont concernés, qui est représenté ici dans cette délibération par Concept TY, Concept T, qui est le promoteur qui construit pour Pôle emploi. Et cette délibération, c'est la convention qui est fixée entre la ville, Valenciennes Métropole et Concepti. Alors, je vous engage à aller à la page 3 de la convention où on rappelle les obligations de la ville d'Anzin à l'intérieur. Donc, c'est déclasser et désaffecter des emprises situées sur l'angle de la rue Jean Jaurès et celle du Père Pilate, de céder à l'euro symbolique à Concepti ces deux emprises, de classer les voies et les espaces publics aménagés par la CAVM au droit du futur bâtiment dans le domaine public communal et de signer les actes authentiques. Donc c'est l'essentiel des engagements que prend la ville d'Anzin vis-à-vis de ce projet. Donc ce projet, vous l'avez sur les vues qui vous sont montrées, vous l'avez aussi à l'arrière. Et les emprises concernées, vous les trouvez sur l'annexe 4. Et vous voyez la différence entre le plan d'implantation et la limite du futur domaine public. Donc ce sont des petites parcelles qui vont être échangées pour qu'on puisse être chacun chez soi, que le Pôle emploi ait son terrain et que la ville, le domaine public soit mis comme il convient. Cette convention n'engage aucune finance de la ville puisque tout est cédé à l'euro symbolique et le bilan résiduel de cette opération est à zéro. Donc sur ces bases, je vous demande d'approuver les termes de la convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et les éventuels avenants, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cette convention et sa mise en œuvre. Merci Monsieur Berrier. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'intervention. On avait déjà un peu évoqué le sujet lors de précédents conseils municipaux. Donc ce sera effectivement vraiment le début actif du NPNRU au niveau de la place de la Bleusborn, puisque négociations entre l'EPF, le concepteur, et encore une partie avec un propriétaire privé est en fin de finalisation, ce qui permettra d'avoir une démolition des bâtiments concernés courant 2020 et un début de travaux fin 2020 sur ce bâtiment qui signera le début de la réhabilitation complète de ce quartier avec une attention particulière aux côtés notamment mode doux pour y accéder et environnemental dans le cadre de l'aménagement de cette grosse parcelle qui mérite effectivement une intervention lourde et quelques dizaines de millions d'euros d'investissement, puisqu'il y a également des cellules commerciales qui devraient y voir le jour et des logements. On passe à la 16e délibération
projet d'aménagement de l'ancienne cour du Terne, convention pour l'aménagement et le financement du programme de construction neuve de 23 logements, de la réhabilitation d'une maison individuelle sous maîtrise d'ouvrage de maison et cité. C'est pas en cité, mais je pense que vous y avez fait la correction vous-même. Jean-Roger, tu peux présenter la délibération. On ne quitte pas le quartier de la Bloche-Borne pour parler aujourd'hui de la cour du Terne, pour lequel la ville avait initié en son temps la résorption d'habitat insalubre et le réaménagement des cours et des courets. Donc, en partenariat avec Valenciennes Métropole et dans le cadre du renouvellement urbain et de l'ANA, donc on a décidé de faire des interventions curatives ciblées, des interventions coercitives et d'incitation. Donc tout ça concerne aussi, bien entendu, le début du corridor minier, puisqu'on a parlé du cité du Mont-de-la-Veine tout à l'heure et on parle aujourd'hui de la cour du Terne. Alors l'îlot du Terne et de la Fosse, situé rue Jean Jaurès, fait partie de ces îlots prioritaires. En 2015, la ville a signé avec l'EPF une convention pluriannuelle d'intervention afin de maîtriser le foncier de cette cour, la cour du Terne et la cour de la Fosse. Donc c'était réalisé à partir de juin 2017. Par délibération du 24 novembre 2017, la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole a déclaré d'intérêt communautaire cette partie de terrain et nous avons lancé une procédure de concours pour pouvoir identifier un promoteur pour pouvoir réaliser des logements dans ce secteur. Donc, après un jury de concours qui s'est réuni à Valenciennes Métropole à maintes reprises, c'est Maisons et Cités qui, en avril 2018, à l'issue de cet appel, a été retenu. Donc, vous avez une idée de l'architecture de façade. Je rappelle que ce jury était constitué non seulement de la ville et de Valenciennes Métropole, mais aussi des architectes de l'État et de l'architecte des bâtiments de France, ainsi que des compétents pour ce sujet. Alors le choix qui a été arrêté avait quand même un cahier des charges relativement précis. Celui était de mettre en valeur, dans l'angle entre l'ancienne maison et la nouvelle cité, la zone des terris, où devait être réalisé un piétonnier en mode doux pour rejoindre la cité du Mont-de-la-Veine. Ce piétonnier a été refusé par l'État, la partie étant située sur le pied du terri, et l'État a refusé le passage sur le pied de terri. Donc on a annulé on n'a pas pu réaliser cette voie douce. Donc la maison qui avait été rachetée sur le coin par Valenciennes Métropole a été mise dans le même ensemble pour que le promoteur qui a été retenu puisse la remettre en état. Voilà. Donc le bilan financier fait apparaître, alors en même disposition que la délibération avant, c'est-à-dire qu'on va remettre les domaines publics, on va reprendre le domaine public, on va céder les parcelles à Maisons et Cités, et il y a une convention financière qui est jointe derrière, et dans cette convention financière, vous verrez apparaître un delta pour l'ensemble des deux partenaires, Valenciennes Métropole et Ville d'Anzin, à 60 000 €, à partager à 50-50 entre les deux. Donc vous reprenez dans l'article 3, en page 5, donc les obligations de la Ville d'Anzin, donc celle d'acquérir à l'euro symbolique la partie aménagée par Maisons et Cités et de classer ces espaces en domaine public. Donc vous avez la typologie des logements qui se trouvent à l'intérieur. Donc ce sont des logements locatifs à double entrée, c'est-à-dire qu'il y a des entrées front à rue, il y a des entrées à l'intérieur de la cour. Et vous voyez le domaine public sur la page 11 qui va nous être cédé, où on prend aussi l'entrée de l'accès à l'intérieur de ce petit lotissement. Voilà, donc sur ces bases, je vous demande d'approuver les termes de la convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention, les éventuels avenants, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cette convention et sa mise en œuvre. Merci Monsieur Berrier. Y a-t-il des questions, des interventions? Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Même chose. Projet qui arrive au bout de la procédure. Ça prend parfois un peu plus de temps que prévu, mais ce projet va donc bientôt sortir de terre et logiquement, même chose, les travaux vont débuter courant 2020. 17e délibération, chantier d'insertion, rénovation, décoration, gestion urbaine de proximité. C'est la signature de la convention avec l'association Acheval. Même chose, hein, c'est une convention que l'on vous présente quasiment tous les ans, puisque depuis de nombreuses années maintenant, il a été décidé
de maintenir notre effort dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires des RSA et des personnes qui résident en quartier politique de la ville avec l'association HVAL. Il y a donc 2 actions distinctes, le chantier insertion, rénovation, décoration et la gestion urbaine de proximité. Il est donc proposé d'accompagner l'HVAL dans ces actions pour un montant financier de 130 250 € au titre de l'année 2020. 32 habitants de la commune seront donc suivis par l'HVAL dans le cadre de cette convention dont vous avez le détail 6 juin. Il vous est donc demandé de bien vouloir m'autoriser à signer la convention avec l'HVAL et de verser la somme de 130 250 € au titre de l'année 2020. Y a-t-il des questions? Pas d'intervention. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La modification de la grille des effectifs. Alors, au niveau du conservatoire de musique, suite à la réussite du concours par un de nos agents, il est proposé de créer un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet. Donc, je corrige tout de suite l'erreur qu'il y a eu dans le cadre de la création des différents postes. Poste d'assistant artistique, c'est 4 heures, c'est pas 35 heures. En stagiairisation, nous continuons notre politique de résorption de l'emploi précaire avec 9 agents qui seront stagiairisés pour le début de l'année. Revalorisation hebdomadaire de forfait, même chose, des missions supplémentaires vont être confiées à certaines agences, ce qui leur permettra d'avoir donc un forfait plus important. 6 personnes sont concernées et on vous repropose de remettre en place un contrat d'apprentissage adapté. On met en place maintenant depuis quelques années. Déjà 7 personnes ont bénéficié de ce contrat d'apprentissage aménagé, donc qui est réservé donc aux personnes porteurs de handicap. Et cette fois-ci, c'est pour donc un CAP agent de propreté et d'hygiène et la durée de formation est de 3 ans. Et donc on propose au conseil municipal de conclure pour le 16 décembre un contrat d'apprentissage aménagé supplémentaire conformément au tableau qui vous est proposé et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dispositif, notamment le contrat d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le centre de formation des apprentis et le centre de gestion du Nord pour la mise en œuvre d'une action d'accompagnement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage aménagé. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 19e délibération, même chose, une délibération qu'on en avait passée le 24 juin 2019, c'est la mise en place de l'indemnité kilométrique vélo pour les agents de la collectivité. Donc c'était à titre expérimental. L'indemnité kilométrique, elle est fixée par un texte de loi, c'est donc 0,25 € net par kilomètre parcouru. Dès lors que l'agent effectue un trajet d'au moins 1 km par jour, c'est plafonné à 200 € par an et par agent. Et elle est versée mensuellement aux agents sur la base d'un 12e du montant annuel dû dans la limite du plafond. Les agents s'engagent à venir travailler au moins les 3/4 du nombre de jours travaillés entre leur domicile et leur travail. Pour avoir une petite idée, sur l'année 2019, 6 agents bénéficient de cette indemnité, mais 18 autres sont très intéressés et risquent d'enclencher le pédalier pour l'année 2020, qui nous passerait donc à 28 personnes qui pourraient bénéficier de cette indemnité kilométrique et qui rentrent dans le cadre, bien évidemment, des aides possibles pour augmenter le mode de déplacement doux. Ça a été validé donc en comité technique et bien évidemment cette indemnité est susceptible d'évoluer au regard des modifications réglementaires qui sont en cours d'élaboration. Sur ces bases, il est donc proposé au conseil municipal de vouloir mettre en place cette indemnité kilométrique vélo pour les agents de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 et d'autoriser la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des agents utilisant un vélo entre leur résidence et leur lieu de travail. Y a-t-il des interventions, des questions? Monsieur Ferring. Merci, monsieur le maire. Alors, bien évidemment, on va voter pour cette délibération, parce que c'est toujours bien que les agents prennent leur vélo pour venir travailler, c'est bien pour leur santé. Ce n'est pas malheureusement suffisamment incitatif. Enfin, c'est des dispositions légales, on est d'accord, hein, mais on aimerait bien que ce soit beaucoup plus incitatif, parce que c'est quand même très bon pour la santé, très bon pour l'environnement.
La question que je me posais, c'était est-ce qu'ils avaient la possibilité de positionner leurs vélos et d'avoir la possibilité de les recharger également? Est-ce que vous avez prévu des infrastructures adéquates? Et également des modifications sur les sens de circulation à la chaussée, parce qu'il faut vraiment dire que c'est un peu dangereux en vélo dans la commune. Donc, avez-vous prévu ce genre d'aménagement? Alors, des aménagements ont déjà été faits donc, pour certains bâtiments communaux, notamment je pense à la mairie. Au niveau des écoles, il y a des aménagements qui sont déjà également réalisés. Il y a des aménagements qui vont être réalisés en 2020 au niveau espace Mathieu et d'autres espaces, j'ai plus en tête, mais donc il y a bien évidemment un programme d'adaptation qui sont mis en place pour pouvoir accueillir les vélos et les sécuriser durant le temps de travail. Pour les aménagements routiers, ça fait quelques mois qu'un marché a été validé, a été passé avec une entreprise qui doit intervenir régulièrement, mais pour des raisons qui leur sont propres, ça repousse à chaque fois. J'espère que ça va arriver dans les semaines qui viennent. La pression a été mise lourdement. Il y aura donc notamment des matérialisations qui sont réalisées par une entreprise pour avoir un marquage qui durera plus dans le temps, parce qu'il faut du matériel vraiment spécifique pour avoir des peintures un peu plastifiées qui résistent dans le temps. Et notamment l'avenue Anatole France, on aura donc une piste cyclable qui sera bien matérialisée sur la totalité de l'avenue, et d'autres aménagements qui seront réalisés par les équipes sur certaines zones spécifiques. Une partie aurait déjà dû être réalisée, mais on a un problème avec l'entreprise qui a eu le marché. On va même vous proposer de changer d'entreprise, monsieur le maire, parce que ça devient difficile. Donc, voilà. On peut passer au vote? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 20e délibération, c'est un groupement de commandes pour la cité éducative Valenciennes-Anzin. Approbation de la convention constitutive de groupement. C'est monsieur Coyer. Merci. Après avoir donc validé le chef de projet de cette cité éducative, il faut maintenant donc lui donner les moyens de cette ambition commune. Et donc à cet effet, un plan d'action détaillé et chiffré sur la période 2020-2022 constitue le socle commun des actions nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Aussi, afin de garantir une organisation efficiente à l'échelle du territoire Anzin-Valenciennes, il a été décidé de privilégier le mécanisme juridique du groupement de commandes, avec comme objectif partagé la mutualisation des interventions des différents prestataires désignés dans le cadre des consultations qui seront engagées. En amont, il est toutefois nécessaire d'approuver cette convention constitutive de groupement des commandes, qui définit donc précisément la création du dit groupement et ses modalités de fonctionnement sur le fondement des dispositions de l'article 2113-6 à 2113-8 du Code de la commande publique. Le groupement de commandes est constitué pour la passation du ou des contrats et pour le choix du prestataire commun aux membres. Chaque membre du groupement s'engage à gérer l'exécution de son marché. Le coordonnateur du groupement est donc la ville d'Anzin. Conformément aux dispositions, la commission d'appel d'offres compétente est celle du coordinateur de groupement. Il est également précisé que le groupement de commandes sera permanent durant la période 2020-2022. Toutefois, chacun des membres aura la faculté de se retirer de ce groupement sous réserve d'un préavis de 3 mois. Sur ces bases, il est donc proposé au conseil municipal, premièrement, de constituer un groupement de commandes pour la mise en œuvre du projet cité éducative Valenciennes-Anzin, deuxièmement, d'approuver la convention constitutive du groupement qui est annexée, et troisièmement, d'approuver le fait que la ville d'Anzin soit le coordinateur de groupement et à ce titre que la commission d'appel d'offres soit celle de la ville d'Anzin et compétente pour attribuer les marchés de groupement. Elle sera donc présidée par monsieur le maire d'Anzin. Et donc, en dernier lieu, d'autoriser monsieur le maire à signer les différents contrats ainsi que toutes les pièces s'y rapportant conformément aux dispositions de la convention constitutive. Merci. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Achat de carburant liquide, monsieur Coyer. Le marché actuel donc, arrive à son terme le 31 décembre. Et donc le 1er janvier, ça continue. Il faut bien donner du gazole à nos voitures pour rouler, pour assurer les services. Donc dans ce cadre, un marché passé sur la procédure d'appel d'offres européen a été lancé pour l'acquisition de carburant. À cette publicité a été envoyée à la publication BOAM et une date limite de réception des offres fixée au 25 octobre 2019 à 12 h. Le marché est constitué de 3 lots séparés avec la possibilité pour les candidats de répondre à un ou plusieurs lots. Lot 1, carburant de liquide à la pompe. Lot 2, fuel domestique livré au service technique. Lot 3, gazole non routier livré au service technique. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 6 novembre afin de procéder à l'ouverture des plis et le 15 novembre 2019 afin d'attribuer les différents lots du marché. Il est donc été attribué les lots suivants. Donc lot 1 à la société Edenred Fuel Card
domicilié à Malakoff, pour un montant de 15 000 € minimum à 60 000 € maximum par an. Le lot 2 à la société SAS Langronne Michel, située à Flines-les-Raches, pour un montant entre 2 000 et 8 000 € hors taxes. Et le lot 3, également la société SAS Langronne, pour un montant entre 3 000 et 15 000 € hors taxes. Pour information concernant le lot 1, le fournisseur a sollicité le paiement des factures via le prélèvement automatique qui fera l'objet d'une convention avec le Trésor public ultérieurement. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer les 3 lots qui ont été retenus. Merci. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 22e délibération, fourrière automobile pour la commune d'Anzin, consultation sans suite et relance. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Nous avons décidé lors du conseil du 23 septembre et après la création de la commission consultative des services publics de lancer le principe d'une concession par voie d'affermage pour la fourrière automobile pour une durée de 4 ans. Donc un appel à candidature a été fait conformément à la réglementation en vigueur. Un seul candidat avait répondu à cet appel d'offres, c'est le garage Burny. Néanmoins, si sa candidature a été retenue, son offre était incomplète et ne répond pas aux exigences du règlement de consultation. Alors, on doit donc déclarer cette consultation sans suite. Donc la pièce essentielle qui manquait, vous l'avez dans le détail de la commission, en page 7, c'est le mémoire technique, où il doit détailler toute sa façon de faire, et n'ayant aucun élément, il était difficile d'y donner suite. Donc il est proposé de procéder à une seconde consultation qui nous amènerait à une application de la nouvelle concession le 1er mai 2020 pour 4 ans. Donc le principal caractéristique que doivent assurer le délégataire a été approuvé par la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2019. Donc sur ces bases, je vous demande de décider de déclarer l'offre unique de la SARL Garage Burny irrégulière, de déclarer la procédure de consultation pour la concession de fourrière automobile pour la ville d'Anzin sans suite, de lancer une nouvelle mise en concurrence dans le cadre de la concession de services publics de fourrière automobile pour la ville d'Anzin par voie d'affermage, et étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à Monsieur le maire ou à son représentant d'en négocier les conditions précises conformément aux dispositions de l'article L1411-5 du Code général des collectivités locales, d'approuver le rapport si annexé. Merci Monsieur Berrier. Pour précision, dans le cas d'une concession de service public, c'est vrai que on a demandé que ce soit les services juridiques de l'agglo qui accompagnent nos services, parce que c'est quand même quelque chose de très spécifique. Et on a donc bien sûr tenu compte de l'analyse faite par les services juridiques de l'agglo pour décider des suites à tenir à cette procédure. Et c'est vrai que le fait qu'il manquait une des pièces principales, notamment le mémoire technique d'exploitation, était considéré rédhibitoire par les services juridiques. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 23e délibération, donc c'est la suite de celle-ci. C'est une convention de gestion provisoire. Monsieur Bernier. Donc, comme vous le dites, il faut qu'on ait une fourrière pendant 4 mois jusqu'à la période dans laquelle on va relancer la consultation. Donc, on a repris tous les détails, bien entendu, dans le corps de la délibération. Donc, la continuité du service public de fourrière automobile pourrait être assurée par la SARL Dremont, concessionnaire sortant, dans les conditions suivantes. À compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'application de la nouvelle convention de service public de fourrière automobile pour la ville d'Anzin par voie d'affermage. Les tarifs applicables sont le tarif maximal déterminé en la matière par les arrêtés ministériels qui sont joints, parce que je sais que ça avait été un sujet. La ville d'Anzin ne prendra en charge que les frais d'expertise des véhicules dont le propriétaire est introuvable, inconnu ou insolvable, dont les tarifs sont fixés par arrêté ministériel. Donc sur ces bases, je vous demande d'approuver la convention avec la SARL Dremont pour la fourrière automobile, d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer la convention de gestion provisoire de la fourrière automobile pour la ville d'Anzin prenant les conditions particulières et d'effectuer toute diligence pour rendre le contrat exécutoire et pour son exécution,
notamment à transmettre la présente délibération, tous les documents afférents aux représentants de l'État, et enfin d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget. Merci. Y a-t-il des questions? Pas d'intervention? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 24e délibération, c'est une demande de subvention, dotation de soutien à l'investissement local 2020, sollicitation pour la réhabilitation de l'école maternelle Tavernier. Monsieur Coyer. Oui, donc la DISL existe depuis 2018. La ville peut en bénéficier et donc à ce titre, pour 2020, donc, on souhaite présenter le dossier de réhabilitation de l'école maternelle Tavernier. Je rappelle que ces dernières années, donc, la commune s'est engagée dans un vaste projet de rénovation urbain sur l'ensemble des quartiers concernés. La municipalité souhaite poursuivre donc son engagement politique relatif au programme d'investissement sur les bâtiments communaux les plus vétustes et les plus énergivores en engageant la réhabilitation de l'école maternelle Tavernier. C'est une des plus anciennes de la ville et occupe une place particulière pour ses habitants. Sa construction date des années 1880. Elle accueille actuellement 115 élèves répartis sur 5 classes. C'est un élément structurant du quartier qui jouxte le quartier prioritaire des rives créatives de l'Escaut. Aujourd'hui, l'état de vétusté du bâtiment nécessite une intervention lourde. Donc, après un examen technique, les travaux donc, ont été évalués à un montant total de 1 854 805 € hors taxes, soit TTC 2 225 766. Et la ville donc, continue sa recherche de subventions pour minorer au maximum les dépenses et donc les impôts. Là, sur le projet, on a déjà obtenu la DPV, un accord pour 600 000 € et donc on le représente pour la DSIL et on sollicite donc 741 922 €. Et donc sur un montant total de 2 225 000, la ville n'aurait que 883 844 € à débourser. Et donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter cette subvention auprès des services de l'État. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Ce sera en tout cas la 5e école qui sera réhabilitée complètement pour améliorer donc la qualité d'accueil de nos jeunes et aussi sur un côté environnemental puisque les qualités thermiques des nouveaux bâtiments n'ont rien à voir avec ceux qui ont été dans l'état où on les a trouvés lorsque nous sommes arrivés. Et la recherche de subventions reste bien évidemment un travail important de l'équipe et de nos techniciens. Et c'est grâce à ces subventions qu'on a réussi à faire 27 millions, que l'on aura fait 27 millions d'euros d'investissement sur ce mandat, en englobant bien évidemment, comme il est fait dans toutes les collectivités territoriales de France et de Navarre, les subventions sollicitées. La 25e délibération, tarifs communaux 2020. Monsieur Coyer. Il n'y a aucun changement par rapport aux tarifs appliqués cette année. En résumé. Donc les tarifs restent identiques, il n'y a aucune augmentation de tarifs, que ce soit pour le conservatoire de musique, pour l'accès à la médiathèque, pour les jardins familiaux, pour les commerçants qui utilisent le domaine public, pour le marché, pour les concessions, pour les différentes locations de salles, pour les matériels qui sont éventuellement mis en location, pour les activités jeunesse, activités sport, développement social des quartiers, école d'art, centre de loisirs et garderie, restauration scolaire, qui reste toujours à 1,50 €, études dirigées, toujours au même tarif. La seule petite modification, mais on l'avait déjà évoqué lors du dernier conseil municipal et Mme Thompson l'a déjà rappelé tout à l'heure, c'est la participation des familles en accueil d'éveil des jeunes enfants, mais c'est une obligation qui nous a été faite par la CAF. C'est le seul changement qu'il y a. Monsieur Hernandez. Oui, merci, monsieur le maire. Je prends bien note, avec ma collègue, qu'il n'y a pas d'augmentation des tarifs, des différents tarifs, à part celle que vous venez de citer. Mais je suis un petit peu ennuyé que cette délibération soit présentée à ce conseil municipal. Bien sûr, on ne peut pas préjuger des élections futures. Et je pense que ça engagerait, en votant cette délibération, ça engage la future majorité municipale à appliquer ces tarifs si éventuellement elle souhaitait ne pas
changer certains tarifs, augmenter ou baisser certains tarifs. Est-ce que ça ne les engage pas formellement? Dans ce cas-là, il faut bien que pour 2020, on ait des tarifs qui soient appliqués. Sinon, les tarifs de 2019, on ne peut pas les appliquer pour 2020. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une délibération qui est réalisée en fin d'année qui précède l'année qui suit. Donc là, on est bien obligé de faire une proposition de tarifs sur l'année 2020. Après, s'il veut y avoir des modifications de tarifs, lorsque nous sommes arrivés et qu'on a décidé de passer le tarif de la cantine à 1,50 €, les étaient dirigés de les passer à 2 fois moins cher à 1 €, on refait une nouvelle délibération qui permet de modifier les différents tarifs. Donc il n'y a aucun engagement pour l'équipe municipale qui arriverait éventuellement au mois d'avril sur les tarifs. Donc il suffira de refaire une nouvelle délibération en actant qu'il y a des changements de tarifs. Donc ça pose aucun problème, si je puis dire, démocratique. Et c'est pour ça également que par rapport à d'autres communes, il y a plein de communes où le budget a déjà été évoqué. Là par contre, ça me pose effectivement un problème intellectuel, où il y a quand même des communes où ils ont fait le débat d'orientation budgétaire, ils ont validé un budget pour l'année 2020, alors qu'effectivement, il y a des élections municipales. Là, par contre, les tarifs, on est bien obligé de les passer pour 2020, sinon on peut appliquer aucun tarif dès le 1er janvier, ce qui va poser quelques problèmes pour nos habitants et puis pour des services que l'on met en place. Donc, il n'y a aucune contrainte forcée pour l'équipe qui arrivera en 2020. Donc je peux vous rassurer là-dessus. Si vous voulez avoir l'avis d'un technicien, puisque je suis intervenu sans demander l'avis des techniciens qui sont derrière moi, mais je pense que... Voilà, donc le DGS confirme mes propos. Il n'y a aucune problématique sur ces différents tarifs. Ils peuvent bien évidemment être modifiés en cours d'année. Il n'y a pas d'autres questions? Non? Qui vote contre? Abstention? 4 abstentions. Voté à la majorité. Je me disais bien, à un moment donné, on n'aura pas l'unanimité. Et parfois, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, puisque je ne voyais pas où ça posait un problème, puisque c'est fait comme ça partout. La 26e délibération, c'est la régularisation de dépenses et de recettes relatives au théâtre d'Anzin. Monsieur Coyer. Oui, je rappelle pour mémoire que le 17 décembre 2018, le conseil municipal ici présent avait validé le transfert du théâtre à la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole à effet au 1er janvier 2019. Dans le cadre de ce transfert, afin d'assurer la bonne continuité du service, des dépenses ont été prises en charge par la commune d'Anzin en 2018 et 2019, alors qu'elles étaient imputables à l'activité du théâtre en 2019. Il s'agit majoritairement des dépenses d'avance sur des spectacles de 2019, de communication et de maintenance. Par ailleurs, des recettes de spectacles de 2019 ont été perçues par la commune sur la même période, alors qu'elles devraient être perçues par la CAVM. Enfin, une dépense a été prise en charge par la CAVM alors qu'elle aurait dû être assurée par la commune d'Anzin. Bref, donc cette délibération permet de mettre un terme à tout ceci. Et donc, vous avez là une régularisation, puisque les dépenses prises en charge par la commune et imputables à la CAVM s'élèvent à 19 825,88 €. Les dépenses prises en charge par la CAVM et imputables à la commune d'Anzin s'élèvent quant à elles à 1 133,12 €. Et les recettes perçues par la commune d'Anzin et destinées à la CAVM s'élèvent à 17 141 €. Le delta, donc, le montant net cumulé à régulariser en faveur de la commune d'Anzin est de 1 551,76 €. Il est donc posé sur ces bases de valider cette somme pour régulariser. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. 27e délibération CCAS, Caisse des écoles, avance sur les subventions 2020. Monsieur Coyer. C'est dans la continuité de ce que vous avez évoqué pour les tarifs à la population, sauf que là, ce sont pour les subventions. Donc, l'année des élections municipales, il est de coutume de repousser la date de vote du budget après la tenue de celle-ci, soit pour 2020 au mois d'avril. Toutefois, donc, il convient d'attribuer les moyens de fonctionnement aux établissements publics autonomes municipaux dans l'attente du vote du budget principal. Le budget principal assure en effet en grande partie le fonctionnement du CCAS et de la Caisse des écoles. Et donc, pour permettre à ces deux structures de fonctionner dans l'attente du vote du budget, il est proposé de leur accorder une avance sur la subvention 2020 qui sera votée ultérieurement.
qui correspond donc à 5/12 de la subvention qui lui a été accordée au BP 2019, soit 341 666 € pour le CCAS et 77 083 € pour la Caisse des écoles. Même chose. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. 28e délibération. Alors classique, hein. Tous les ans, on la passe. C'est le contrat de préagencement locale garantie annuelle 2020. Monsieur Coyer. Oui, c'est une formalité. C'est parce que la ville a adhéré donc à cette agence pour rechercher des financements optimum à des taux intéressants. Et donc c'est juste pour la renouveler annuellement. Voilà. Vous avez le détail de la convention qui rappelle chacun à quoi on est assigné au niveau des obligations et des contraintes. Merci, monsieur Coyer. Pas de questions? Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 29e délibération, DETR 2020, c'est également donc une recherche de subvention pour la réalisation d'un giratoire au carrefour Fabry-Mathieu. Monsieur Coyer. Donc la ville est éligible à la DETR pour 2020 et donc à ce titre, la ville souhaite présenter pour 2020 la réalisation du giratoire au niveau du carrefour de la rue du Commandant Fabry et de la rue Pierre-Mathieu. Ce giratoire permettrait de sécuriser le carrefour, de fluidifier la circulation et de diminuer l'attente sur les deux axes principaux de circulation qui génèrent effectivement aujourd'hui des nuisances pour les habitants du quartier. Ces travaux englobent la réalisation du giratoire en surélévation pour diminuer la vitesse, la rénovation de la voirie avec mise aux normes PMR, la réalisation de stationnement, la sécurisation de la voirie par le rétrécissement de la chaussée et l'intégration d'un aménagement paysager. Le total s'élève à 262 031,69 € et à ce titre, pour la DETR, nous sollicitons 65 507,92 €. Et donc, il demandait à Monsieur le maire, au conseil municipal, d'autoriser Monsieur le maire à demander cette subvention. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Ferring. Merci, monsieur le maire. Alors, tout d'abord, explication de vote. Bien évidemment, je voterai cette délibération parce que il n'est pas question de ne pas voter une demande de subvention et encore moins d'insulter l'avenir, mais je voudrais venir sur un sujet qui est la circulation. Moi, je me souviens d'un candidat en 2007 qui disait qu'il allait réduire la circulation sur la commune. Il avait fait plusieurs interventions là-dessus, notamment sur la Croix d'Anzin. Et puis, je voudrais rappeler que la quantité de particules fines présentes dans l'air à la station Valenciennes-Wallon est supérieure aux recommandations de l'OMS et supérieure en termes de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote à la moyenne nationale. Faire ce rond-point, ça implique, bien évidemment, il est fait pour s'adapter, pour accueillir quasiment 30% de circulation supplémentaire, alors que c'est déjà l'enfer. Je pense que vous ne reviendrez pas là-dessus quand on veut traverser Anzin. Pourtant, deux études qui vous avaient été données par Valenciennes Métropole, les HPS, qui sont les heures de pointe en soirée en 2020 et qui se projettent en 2025 et en 2030, montraient bien ces points noirs qui allaient arriver sur notre commune, qu'il s'agisse du bas de la départementale 156 avec l'avenue Jean Jaurès ou du carrefour du Commandant Fabry avec la rue Anatole France. Faire ce rond-point, c'est envoyer un signal fort aux automobilistes en disant « venez dans notre ville de passage, venez ». Et puis, malheureusement, ça ne fera qu'augmenter la pollution dans notre commune. C'est la première chose. Je note quand même également que vous alliez vous engager en 2019 à faire ce rond-point sans subvention. Et quand vous l'avez décalé en 2020, c'est très bien, je ne reviens pas là-dessus, c'est bien d'aller chercher des subventions. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'allez-vous faire pour essayer de contrecarrer cette augmentation de véhicules sur notre commune? On voit que selon les projections de l'agglo, 10 000 foyers supplémentaires vont arriver sur l'agglomération, ce qui fait à peu près 15 000 véhicules et nouveaux déplacements par jour. Par jour. Les déplacements de personnes dans l'agglo sont la première cause de la pollution, avec 27% des émissions. Alors, comme le montrent ces différentes simulations, les différentes HPS et les projections du CIMOVE, les mesures comme l'ouverture au trafic de la rue Fabry qui a été faite avec la liaison Pôle-Éco ne font qu'empirer la situation jusqu'à l'engorgement total qui,
si les projections sont bonnes, arrivera en 2030, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous comptez faire pour essayer de circonscrire cela? Monsieur Ferring, votre analyse est sur l'agglo. Donc les 15 000 ne vont pas être tous sur la ville d'Anzin, bien évidemment. Je ne pense pas qu'on va avoir 10 000 personnes en plus sur la commune dans les 10 ans qui viennent. Autre point, je suis un peu surpris de votre intervention, puisque jusque 2018, vous avez tout voté. Tout. Même les comptes administratifs, même les budgets, tout voté. Vous trouviez que... Ah ben non, puisque vous êtes en train de remonter sur 2007, 2008, et à l'époque, au niveau... Si je peux m'exprimer, je ne vous ai pas coupé, donc à mon tour de parler librement, et vous ne m'empêcherez pas de dire ce que j'ai envie de dire lors de ce conseil municipal. Donc, voilà, dont acte, d'un seul coup, vous décidez pour une raison qui vous est propre, vous l'avez annoncé officiellement, et donc, alors que tout était bien, on faisait tout parfait, d'un seul coup, tout est mal fait par la municipalité. Je suis un peu surpris de votre revirement de situation sur très peu de temps. Sur la circulation, le CIMOVE a déjà mis en place quelques mesures pour essayer d'augmenter le parc de personnes qui utilisent les transports en commun, la gratuité jusqu'à 18 ans, la gratuité jusqu'à 25 ans. Des études sont en cours pour essayer d'avoir une gratuité totale ou en tout cas progressive, ce dont bien évidemment nous sommes tout à fait favorables puisque nous avions fait, M. Dordain étant vice-président aussi, CITUR puis CIMOVE, déjà des propositions en disant que nous étions tout à fait favorables pour notre part à une gratuité des transports en commun, puisqu'effectivement c'est une problématique sur nos territoires, ou notre territoire de l'agglo, pas qu'à Anzin, et que c'est en passant uniquement par l'attractivité du transport en commun, des modes doux, que l'on permettra de diminuer l'arrivée des véhicules. Quand une de vos personnes proches nous dit qu'effectivement la pollution est importante sur la commune, mais que pour remplacer un rond-point qu'il faut mettre des feux, ça va à l'encontre de tout ce que tout le monde dit. Cette personne, je l'ai reçue en permanence. J'ai eu un courrier. C'est lui qui vous conseille. Mais il dit blanc, et puis tout compte fait, c'est noir. Aujourd'hui, toutes les analyses prouvent que les feux ne font qu'augmenter les pollutions atmosphériques. Et quand vous dites qu'effectivement, à Wallon, il y a un taux qui est très important, oui, mais vous voyez les queues qu'il y a entre le pont Jacob et le Phénix tous les jours. Donc c'est l'endroit où la pollution est la plus importante. La diminution de pollution, elle est réalisée au niveau des véhicules. Déjà, nous, au niveau de la mairie, un exemple parmi tant d'autres, on a acheté plein de véhicules électriques. Donc, au niveau politique publique, on a fait un gros effort. On a de nombreux partenaires maintenant qui sont électriques, quelques camions. Donc, on fait l'effort pour diminuer donc, les pollutions par particules fines ou autres. Sur la rue du commandant Fabry, j'avais été clair là-dessus, c'est que cette rue allait être limitée en tonnage à partir du moment où le contournement nord allait devenir plus effectif et où on nous prédit également, mais ça vous ne le dites pas, qu'avec le contournement nord, on va avoir un certain nombre de camions, notamment, qui nous polluent aussi énormément, en moins sur la commune. C'est bizarre, cet élément, vous ne le donnez pas. Il y a une grosse omission dans votre analyse, puisque le contournement nord va modifier les habitudes des camions, mais aussi des habitants. Et que cette analyse-là, ce sont des projections, ça ne reste que des projections. La limitation de tonnage a été mise à 3,5 tonnes sur cet axe. Il n'y a, sauf ceux qui l'utilisent en contrevenant à cet arrêté municipal, il n'y a donc quasiment plus aucun camion qui passe sur cet axe. Et ceux qui se font prendre sont verbalisés par la police municipale ou les organismes compétents. Donc cet axe est nettement moins pollué qu'auparavant, et pour encore moins la polluer, eh ben on va supprimer les feux qui font effectivement qu'il y a des remontées de véhicules sur certaines heures de pointe, et le rond-point, comme le rond-point que l'on a fait d'ailleurs à l'angle de la place de Gaulle, dans la rue Vadecruteau avec la rue Louise Michel, allez voir les habitants, posez-leur leurs questions, comment était leur vie avec les feux, comment sont leur vie aujourd'hui avec le rond-point. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, justement, ce n'est pas en laissant les feux qu'on va améliorer la pollution de la ville. Et ce n'est pas parce que je vais mettre un rond-point que les gens vont se dire « Ah, il y a le rond-point, on va passer obligatoirement par la ville dans un... » C'est une vue de l'esprit, c'est un fantasme
Vous en avez plusieurs, mais celui-ci fait partie de vos fantasmes que vous aimez bien nous remettre un peu régulièrement. Mais aujourd'hui, rien n'est fait pour ne pas améliorer la qualité de l'air. Et sur ce sujet, ne vous inquiétez pas, en tant qu'ORL, je suis bien sûr sensible à cette question de pollution de l'air et vous ne me prêterez pas en défaut sur ce sujet en tout cas. Voilà, Monsieur Fering, sur la réponse sur le pourquoi de ce giratoire qui effectivement améliorera la qualité de l'air, améliorera les problèmes sonores qui sont liés à ces feux. Et donc, pour notre part, et en tout cas et pour les analyses qui ont été faites par nos techniciens, ce n'est qu'un élément positif de mettre en place ce giratoire. Et il y a de plus en plus d'endroits qui suppriment les feux pour mettre des giratoires parce que justement, ça limite ces stagnations de véhicules qui entraînent une pollution majeure par leur stagnation. Voilà pour la réponse à votre question. Juste si vous me permettez, monsieur le maire, parce que parfois vous dites quelques contre-vérités, est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il fallait laisser les feux? Juste comme ça, parce qu'on pourrait regarder la vidéo, je ne pense pas avoir dit ça. Parce que vous affirmez ça, mais je ne l'ai pas dit. Vous l'avez sous-entendu, puisque vous dites, pour la subvention, je viens le chercher, par contre, le rond-point va faire que vous allez attirer du monde. Donc si le rond-point attire du monde et que vous ne voulez plus de monde sur Anzin, vous laissez les feux. Mais attendez, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc ça veut dire que sinon, vous supprimez tout. C'est pas à moi de vous apporter les solutions, je vous ai posé la question. Oui, quelles étaient les solutions que vous mettiez en place? C'est pas pareil. Retournez pas la question sur moi. Monsieur Fering, vous savez qu'un règlement intérieur, vous le connaissez aussi bien que moi, puisque vous essayez de nous faire appliquer également. Donc je vous demanderai de ne pas me couper la parole, et je vous donne la parole quand vous la demandez. D'accord? Donc, si vous dites qu'on attire du monde en mettant un rond-point, c'est que vous n'en voulez pas. Enfin, je sais pas, ça me semble un peu logique. Ou alors vous allez mettre en place un système pour prendre les véhicules, les passer au-dessus, et puis faire qu'on arrivera à passer le rond-point sans véhicule avec un système X ou Y. Donc toujours est-il que j'ai répondu donc à votre question et que cet aménagement est en tout cas plus qu'intéressant sur un plan environnemental et notamment qualité de l'air. Et ça ne va pas faire un appel de véhicules parce qu'on va mettre le rond-point à la place du feu. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 30e délibération, c'est une autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget. Monsieur Coyer. Le budget primitif 2020 donc, sera examiné en conseil au mois d'avril par la prochaine municipalité. Pour permettre néanmoins d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement qui s'avèrent nécessaires avant cette date, l'autorisation du conseil municipal doit être sollicitée. Les limites de cette autorisation sont précisées dans le Code général des collectivités territoriales. Il précise notamment que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, donc le conseil municipal, engager, liquider ou mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. L'ensemble des crédits d'investissement hors remboursement de la dette représente donc une somme de 9 103 090 €. L'autorisation est donc limitée au quart de ce montant, soit 2 275 772,50 €. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater avant le vote du budget primitif 2020 les dépenses selon les crédits et affectations suivantes. Donc pour le centre technique municipal qui est en cours encore aujourd'hui, donc pour 115 000 €. L'école maternelle Jean Jaurès pour 700 000 €, le gymnase de Albesborn pour 300 000 €, l'école maternelle Bertrand Tavernier pour 40 000 €, hôtel de ville 80 000 € pour l'accessibilité PMR, des frais d'études pour 50 000 €, autres bâtiments publics donc une somme de 200 000 € et pour des travaux en cours dans les bâtiments 100 000 €, ce qui fait un total de seulement 1 585 000 € pour, je le rappelle, un maximum autorisé de 2 275 772 €. Merci, Monsieur Coyer. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Centre technique municipal, je rappelle que c'est une chaufferie bois qui va être mise en place. Justement, le côté environnemental est bien pris en place de façon systématique sur les réhabilitations et on essaie de trouver les solutions les plus en négociation avec l'environnement et le cadre de vie. 31e délibération, la dernière avant les questions orales, c'est la décision modificative numéro 3 et donc la dernière DM de l'année. Monsieur Coyer. Alors la DM numéro 3
s'équilibre en section d'investissement à 35 200 € et en fonctionnement à 174 655 €. Dans le détail, vous avez le tableau. Au niveau de l'investissement, donc en dépenses réelles nouvelles, donc des travaux dans les classes modulaires ont été annulés pour 70 000 €. Rénovation d'un bureau en régie, ça a été reporté pour 3 000 € en moins. Ancrage du gymnase salle cheval, 3 335 € vont être engagés. Le mobilier urbain et des barrières pour les gens du voyage, il y a 13 400 € qui vont être engagés. Le rond-point du commandant Fabry, donc on reporte les 60 000 qui avaient été programmés par rapport à la délibération précédente. L'ajustement du budget acquisition 12 et 14 rue Valdec-Rousseau, moins 6 800 €. C'est le local qui se trouve en face des locaux techniques. Report en 2020 de changement de bande d'incendie pour 3 500 € de reporté. Par contre, là, on a le deuxième volet du remboursement à l'EPF Cœur de Ville, plus les frais notaires pour l'ancien champion, pour 150 000 € de dépenses nouvelles en investissement, et les travaux nécessaires au 7 rue Malissard pour 11 765 €. En recettes pour équilibrer, on a la DISL de l'école maternelle Jean Jaurès pour 117 987 €. Les subventions DETR qui ont été revues à la baisse au niveau de l'hôtel de ville pour l'accessibilité PMR, moins 9 981 €. Subvention de la CAF par contre pour des stores, donc là on a eu 3 252 €. Et subvention TEPCV, éclairage public, 21 917 €. En fonctionnement, donc les dépenses nouvelles, démontage de l'alarme à l'école Jean Jaurès, plus 5 000, ajustement du budget entretien des véhicules, plus 5 002, pour éviter qu'ils polluent justement. Location CIV, plus 10 000, budget formation, plus 6 500, des travaux d'office au 36 rue des Fusillés pour 17 440, on va les retrouver en recettes. Réajustement du budget restauration scolaire, plus 40 000, réparation du gros matériel de restauration, plus 7 000, ajustement du budget pour l'association Point Fort, plus 21 500, et des charges de personnel pour 160 000 €. Pour équilibrer ces dépenses nouvelles en fonctionnement, nous avons donc des droits de mutation plus 20 000. Preuve en est que sur la ville, il y a encore des maisons qui s'achètent. Des recettes complémentaires relatives à la publicité extérieure, plus 5 800. Remboursement FIPH et contrats aidés, 80 000 €. Par contre, ajustement à la baisse pour la FDTP, moins 19 385. C'est bien ça. Des recettes exceptionnelles suite au contentieux théâtre et les ventes sur web enchères et remboursement de sinistres, plus 70 000. Ajustement des PV à la baisse, moins 17 000. Le FCTVA par rapport aux dépenses en investissement, plus 8 900. Ajustement des recettes auprès des usagers, moins 20 000. Remboursement des travaux d'office, 17 440, c'est les travaux faits rue Malissard. Rôle supplémentaire, donc 8 900. Et remboursement des communes au CISPD, plus 20 000. Le tout pour équilibrer la section de fonctionnement. On est fini, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions sur la DM numéro 3? Pas de questions. Monsieur Hernandez. Oui, juste une question et puis une remarque. La première question, c'est qu'est-ce qui justifie l'augmentation de 40 000 € du budget de la restauration scolaire? Ça représente quand même 20% du budget de la somme qui avait été votée au budget primitif. Et une petite remarque, c'est je vois une augmentation des charges de personnel, 160 000 €. C'est vrai que depuis plusieurs années, vous aviez bien maîtrisé l'augmentation du budget personnel, qui représente déjà pour la ville plus de 65% du budget de fonctionnement. Donc une petite alerte, faire attention de ne pas arriver encore à augmenter encore plus ce budget charge de personnel, qui est déjà quand même relativement important. Voilà, c'est tout. Merci. Il n'y a pas d'autres interventions sur ce sujet. Pour la restauration scolaire, c'est aussi en fonction du nombre d'enfants qui sont inscrits. Effectivement, si on a plus d'enfants inscrits que ce qui était initialement prévu, il y a un coût complémentaire. La deuxième estimation aussi, c'est le nombre d'enfants inscrits au CLSH, puisque dans le cadre de la restauration scolaire, dans le cadre du CLSH, on a eu pas mal il y a eu une augmentation significative d'enfants inscrits, donc il y a eu des coûts complémentaires. Et puis il y a aussi les menus bio, les menus mis en place avec les conventions pour travailler avec des acteurs locaux, qui font qu'il y a eu une augmentation
qui restent malgré tout maîtrisées des charges de coûts de cantine. Pour les frais de personnel, vous savez qu'au niveau de la fonction publique, on peut être en retraite à 60, mais on peut être en retraite aussi 61, 62, 63, 64, 65. Et donc les projections font que cette année, il y a eu plus de départs en retraite que ce qui avait été programmé. Il y a eu aussi, malheureusement, alors c'est que ce n'est pas les 160 000 euros, mais des décès de membres de personnel qui font que dans le cadre des garanties qu'il y a dans ces cas-là, il y a des sommes conséquentes qui sont également sorties. Et je rappelle aussi que la maîtrise, les frais de personnel prévus cette année par rapport à l'année dernière avait été vraiment, on avait remis à un coût important, donc les 160 000 euros par rapport au montant total, puisqu'on est à peu près à 10 millions d'euros de frais de personnel. 10 millions d'euros, 160 000 euros, ce n'est pas une augmentation qui est énorme. Et par rapport à l'année dernière, on est encore en dessous, il me semble, de mémoire, puisque je n'ai pas revu les derniers chiffres, sur ce qui avait été acté. Et puis je rappelle aussi qu'on a quand même des marges au niveau autofinancement important, puisque lors du dernier exercice qu'on avait évoqué, on a des capacités financières qui sont aujourd'hui quasiment exceptionnelles, et beaucoup de communes voudraient avoir le bilan financier que l'on a comme ça à la fin de ce mandat. Donc bien évidemment, il faut rester vigilant. Et c'est pour ça que dans le cadre de mise en place de nouveaux services, effectivement, si on remploie du personnel en quantité importante, quelle que soit leur mission, il faut qu'on trouve un endroit où on refait des économies en fonctionnement, puisque le fonctionnement, au niveau des frais de personnel, bien qu'on est vigilant, avec le fait qu'il y ait certaines augmentations de grades, d'échelons, etc., font qu'on monte progressivement en frais de personnel. Mais bien évidemment, c'est un sujet qui sera important et qui sera, je pense, important pour ceux qui seront là ultérieurement. Et c'est pour ça que chaque projet sera à analyser finement, parce que celui qui proposera de nouveaux services en n'ayant pas calculé combien que ça allait coûter en fonctionnement en frais de personnel, on va être vite dans le mur parce qu'on n'aura plus les capacités d'investissement. Donc ça, c'est un élément où nous sommes vraiment très, très vigilants. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Alors les questions. Donc M. Baudranguin n'étant pas là, il n'y aura pas sa question. M. Ferring, première question. Donc concerne un permis de démolir. Donc c'est M. Berrier qui répondra à votre question. Permis de démolir déposé par la SIGH sur la parcelle 111 feuille 000AH01. Merci, Monsieur le maire. Ma question porte sur la parcelle que vous venez de citer, pour laquelle la SIGH a déposé un permis de démolir. Pour situer, il s'agit du 99 rue Valdec-Rousseau en Anzin. Cette parcelle a été achetée en 2004 par Monsieur et Madame Pierre-Michel Bernard et cédée au bailleur social V2H en 2011 pour la somme de 555 000 euros. Cette parcelle est une veille foncière de la SIGH, héritée de la fusion de la SA du Hainaut avec V2H. Y a-t-il, Monsieur Bernard, comme me l'a confié la SIGH par écrit, un projet immobilier à l'étude avec la mairie sur cette parcelle? Et dans la positive, à quelle échéance, puisque cette veille foncière a déjà presque 9 ans? Où sera-t-elle une friche supplémentaire pour notre commune? 9 années durant lesquelles vous nous avez répété, vous et M. Dornin d'ailleurs, que les bailleurs n'investissaient pas à Anzin sans certitude de commercialisation de leur lot. Donc les Anzinois sont en droit de se poser des questions et méritent une réponse. Je vous remercie. La réponse que je peux vous faire, monsieur, bien entendu, on est en contact avec SIGH. Ce permis il a été déposé le 15 avril de cette année et il a été accordé le 24 mai. Donc maintenant, SIGH a 3 ans pour réaliser cette démolition. On travaille avec eux sur différents sujets sur Anzin. Ils nous ont dit avoir des réflexions sur ce terrain, mais qu'ils ne souhaitaient pas pour l'instant s'exprimer dessus parce que rien n'est figé, compte tenu qu'il y a encore 2 projets à finir sur Anzin, notamment la résidence fléchée personnes âgées qui se trouve sur les rives de Valmont et pour lequel on va devoir redéposer un permis modificatif puisque l'architecte des bâtiments de France a voulu des modifications sur les esthétiques des façades. Voilà ce que je peux vous dire à ce jour, monsieur. Pour le reste, c'est une affaire privée qui ne concerne pas la mairie. Oui, je vais intervenir parce qu'effectivement, monsieur Ferry, je me doutais bien, je me disais, c'est le dernier conseil, il va essayer de nous trouver quelque chose.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque vous revenez sur une histoire qui date d'il y a 8 ans maintenant, donc c'est pas une affaire récente, ce qui est étonnant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jusque 2018, vous ne dites rien. Vous voulez peut-être que je vous rappelle votre mail du 19 juin 2018, Monsieur Ferring? Vous vous en rappelez ou non? J'ai été agréablement surpris hier à l'annonce du projet de police pluricommunale. Cette évolution est décisive pour la sécurité de nos concitoyens. On va continuer. L'avènement de ce projet associé au départ d'Isabelle du Bruicaire, ainsi que le timing vis-à-vis des échéances futures, pourrait représenter une opportunité de rapprochement. Donc ça veut dire qu'à l'époque, vous votiez tout, vous étiez tout à fait en adéquation avec notre politique que l'on a menée. Merci de bien vouloir réfléchir à cette proposition. On est bien d'accord. Donc vous m'avez contacté par mail. Étant une liste plurielle... Tenez-vous-en à la question d'actualité, monsieur le maire, s'il vous plaît. La question d'actualité, je vous réponds sur un sujet où vous me mettez... Non, là vous êtes hors sujet. C'est pas grave. Donc, je vous ai bien reçu. Étant une liste plurielle, je dis effectivement, vous pouvez, on va discuter. Vous n'avez jamais reçu. Vous êtes un sacré menteur. Hein. De toute façon, on va ressortir tout ça, puisque ma secrétaire a donné le rendez-vous. Je vous ai reçu ici, en mairie, bien sûr, en juillet 2018, on vous redonnera la date. Je vous ai reçu, je vous avais dit, Monsieur Ferring, vous voulez sûrement quelque chose, bien évidemment. Vous vouliez être adjoint de notre prochaine équipe musicale si je me représentais. Je vous ai dit, nous sommes à 1 an et demi des élections, il est complètement impossible de vous donner une certitude. De ce jour-là, je suis devenu mauvais, l'équipe municipale est devenue mauvaise, et vous avez décidé de tirer sur tout ce qui bouge. Je vois que aujourd'hui, vous décidez d'amener une affaire qui est effectivement complètement personnelle. C'est V2H qui avait acheté. V2H a eu des problèmes financiers secondairement, ce qui fait qu'effectivement, ils sont partis, ils ont été inclus par SIGH. SIGH, dans le cadre du rachat de V2H, a récupéré de nombreuses parcelles autour de Valenciennes et sur Valenciennes. Et ils sont en train donc de traiter cette parcelle. Et un projet immobilier sera proposé dans le timing qu'ils ont envie de le donner. Ils sont effectivement venus monter des propositions, mais aujourd'hui, rien n'est acté. Et ils sont en train de travailler avec des aménageurs de parcelles spécifiques. Voilà pour cette question. La seconde, sur la rentrée scolaire 2020-2021, Monsieur Ferring. Monsieur le maire, j'ai été récemment interpellé par des parents d'élèves scolarisés à l'école maternelle Gambetta, qui m'ont fait part de leur inquiétude, provoquée par des rumeurs constantes faisant part de la fermeture prochaine de leur école. Pouvez-vous nous dire si cette rumeur est infondée ou si elle est basée sur des vérités à venir? Cela permettrait de dissiper des craintes ou de leur permettre d'exprimer leur doléance auprès de la mairie. Deuxième point, le projet de dédoublement de classe CP-CE1 semble vouloir s'étendre aux classes de section de grands à la rentrée prochaine. Qu'avez-vous prévu comme création d'espaces susceptibles d'accueillir les enfants pour répondre aux nouvelles instructions gouvernementales, si elles venaient à être confirmées? Alors, c'est Madame Blairon qui va vous répondre, puisque c'est elle qui va régulièrement à tous les conseils d'école et qui est en contact avec les parents d'élèves. On a eu une réunion dernièrement en plus avec l'inspectrice, donc je laisse le soin à mon adjointe qui a cette délégation de vous répondre. Je donnerai des compléments si c'est nécessaire. Madame Blairon. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, sur Anzin, nous avons connu le dédoublement qui est devenu maintenant un allègement, c'est-à-dire que les CP et CE1 ne sont plus à 12, mais sont passés à 15. Nous avons fait face dans toutes les écoles, nous avons réussi à installer les classes nécessaires. Alors, en ce qui concerne les sections de grands, nous avions déjà anticipé la faisabilité, ça ne posait pas de souci. Et nous avons appris la semaine dernière qu'en fait, les sections de grands de Anzin n'étant pas en REP+, ne seraient pas effectives à la rentrée. Alors, on les avait anticipées, et là, je vais rejoindre votre première partie de question sur l'école Gambetta. C'est vrai que les parents sont inquiets parce qu'ils ont appris qu'il y avait une extension à la construction de l'école Jean Jaurès, puisqu'on y prévoit 7 classes. Bon, vous avez vu dans le conseil municipal qu'on prévoit du locatif sur ce qu'on appelle la cour du Terne, donc on attend des arrivées d'enfants.
On attend quand même ce dédoublement des grandes sections à plus ou moins brève échéance, puisque Madame l'inspectrice se fait fort d'obtenir de Monsieur le recteur le dédoublement malgré tout sur le secteur Jaurès et le secteur Carpeaux, qui sont QPV comme vous le savez bien. Donc il n'est pas question actuellement de rapatrier Gambetta sur Jean Jaurès, il n'en a jamais été question officiellement, il n'en a jamais été question. Nous avons effectivement 2 salles de disponibles à Jean Jaurès. Ces 2 salles seront peut-être occupées par un dédoublement des grandes sections, peut-être occupées par l'arrivée d'enfants de la cour du Terne. Donc il n'est pas du tout question actuellement d'amener l'école Gambetta à l'école Jean Jaurès. Merci Madame Blaireau, tout a été dit. Après, Monsieur Ferring. Je demandais juste cette précision parce que vous m'avez déjà répondu lors d'un conseil précédent, Monsieur le maire, mais comme c'était noté noir sur blanc dans la convention NPNRU, c'est pour ça que je me permettais de redemander si effectivement... Mais vous nous reprochez parfois de ne pas avoir de visibilité, mais le dossier NPNRU court jusqu'en 2028 à peu près. Donc ça veut donc dire qu'on est obligé de se projeter jusqu'à 2028 et que 2028, il faut bien se prendre tous les plans possibles et inimaginables. Et c'est pour ça que dans le cadre du dossier NPNRU est évoquée la possibilité. Après, c'est en fonction aussi du nombre d'enfants qui sont inscrits. En 2021, l'école Gambetta sera fonctionnelle et il y aura une rentrée scolaire en 2020-2021 à l'école Gambetta. Le dédoublement, l'allègement, pas être demandé par l'inspectrice avec notre travail, bien évidemment, d'autant plus qu'on est en cycle éducatif où on nous demande de mettre en place des actions innovantes. Il semble que pour les enfants, le fait d'être en plus petits groupes, et notamment aussi en maternelle, permettra d'améliorer l'enseignement, l'apprentissage. Et c'est pour ça que nous sommes favorables à cet allègement et qu'aujourd'hui, tout est prêt en tout cas s'il y avait un allègement des classes de dernière année maternelle. Voilà. Le conseil est terminé. Bonne fin d'année à tous. Et bonne semaine. Monsieur Hernandez, pardon. Oui, Monsieur Hernandez, si je vous laisse la parole. C'était un beau départ. Merci, Monsieur le maire. Honnêtement, que je n'avais pas prendre la parole à la fin de ce conseil municipal et vous m'avez encouragé et je serai félicité à vos encouragements. Voilà, ce que je voulais dire simplement à cette assemblée, c'est qu'après 36 ans de mandat municipal, j'ai décidé de ne plus me représenter. Avec M. Dordain, je crois qu'on est les 2 plus anciens ici. J'ai fait le tour là. Et j'avoue que 36 ans, ça commence à être court. Ça a été pour moi, je dirais, en complément de mes activités professionnelles, très enrichissant. De par mes activités professionnelles, on le sait ici, le médecin généraliste, j'ai eu l'occasion de côtoyer la population Lanzin, parfois dans son intimité, et je pensais à ce moment-là, dès 83, que je pouvais vraiment apporter quelque chose d'un petit peu plus en m'investissant dans la vie municipale. J'avoue que je tiens à vous dire que c'est une fonction excessivement enrichissante, que la population de Lanzin a besoin de gens comme nous pour les accompagner, des fois pour les aider, pour les écouter, pour partager aussi bien leurs moments de joie que leurs moments de tristesse. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'investir. Je pense que la plupart de tous ceux qui sont ici ont les mêmes sentiments portables, les mêmes sentiments que moi. En tout cas,